Bonjour, je m'appelle Jean-René Lemerle. Nous avons été sollicités dans le cadre du parcours de formation des présidents d'OGEC pour construire un bloc numéro 3 sur la responsabilité sociale et juridique du président d'OGEC. Alors, il est un peu curieux de parler de responsabilité sociale, de faire une formation sur le social pour un président d'OGEC qui, par nature, puisqu'il délègue ses pouvoirs au nom du conseil d'administration, n'a pas de rôle opérationnel en matière sociale. Néanmoins, puisqu'il délègue ses pouvoirs, il doit absolument connaître les enjeux, l'environnement social, les textes juridiques qui s'appliquent à l'ensemble des OGEC, et ça lui permet d'animer cette délégation de pouvoir, d'être en position de conseil et de soutien du chef d'établissement. Et c'est dans cet esprit qu'on a construit ce bloc numéro 3 sur le droit social. Vous trouverez dans l'ensemble de ce bloc 2 vidéos réalisées par Alexandre Chrétien sur la délégation de pouvoir, sa définition et son incarnation au quotidien. Vous trouverez également des vidéos sur des piliers de la branche que sont la gestion d'emploi et des compétences. Et là, vous retrouverez Aurélie Delgove sur 3 vidéos et une autre série de vidéos sur la protection sociale complémentaire, et là réalisée par Dorothée Bernard. Quant à moi, je vais essayer de vous présenter des notions un peu complexes dont on va parler beaucoup dans les mois à venir, notion de branche, et de faire un point sur l'ensemble des textes conventionnels applicables dans les OGEC. On tenait aussi, en tant que vous êtes nouveau président d'OGEC, à vous rappeler que vous avez certains rôles dans l'OGEC, mais vous avez aussi un rôle institutionnel à jouer. Un président d'OGEC participe à la prise de décision, à l'expression de ses besoins, à l'interpellation de l'institution, de la branche. Donc surtout, n'hésitez pas à nous interpeller pour corriger, et ça on va le voir tout à l'heure dans la révision des textes à venir, à corriger des textes applicables. Donc nous vous le demandons, nous vous invitons à nous solliciter. Solliciter également les fédérations territoriales, départementales et régionales des OGEC. Vous pouvez bénéficier de leurs services, donc vous pouvez les solliciter au quotidien, vous le devez même, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, puisqu'un OGEC ne doit pas rester seul sur son champ d'intervention. Je souhaitais faire un point sur la notion de la branche, faire une tentative de définition de la branche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une branche ? On peut estimer que c'est un secteur d'activité qui a plusieurs missions, on va le voir, est défini par le Code du travail. Avant de rentrer dans le détail et les missions de la branche, quelques points clés chiffrés pour exprimer et comprendre qui nous sommes. La branche de l'enseignement privé non lucratif, c'est 7500 établissements, 5200 OGEC, des universités catholiques et des instituts supérieurs d'enseignement. C'est 2 200 000 élèves et étudiants, c'est 230 000 actifs. Alors, je reprends le terme d'actifs puisqu'il est issu d'un rapport d'un conseiller d'État sur le regroupement des branches, des enseignants, des salariés, et 30 000 bénévoles dont vous faites partie. Et encore merci pour votre implication. Ça, c'est le volet social. Volet économique maintenant. Les salariés, les actifs dont on parle, c'est 6,5 milliards de masse salariale. Donc là, on voit qu'on a une branche d'activité avec un rayonnement économique important et donc un poids économique. On n'a peut-être pas conscience de ce que nous sommes. La branche gère aussi des régimes, notamment des régimes de protection sociale, qu'on a mis en avant, je l'ai dit tout à l'heure, dans des vidéos avec Dorothée Bernard. Régime de protection sociale, 2 chiffres, retraite, protection sociale et complémentaire santé, c'est 1 milliard de cotisations, 1 milliard. Et la branche d'activité, donc vos représentants et le représentant des salariés, gèrent quant à eux 150 millions de cotisations sur la prévoyance et la santé. Là aussi, c'est un poids économique et ça entraîne une certaine responsabilité. C'est aussi un régime de formation professionnelle, enfin une enveloppe mutualisée de fonds permettant le financement des actions de formation. Et là, c'est une quinzaine de millions d'euros que nous gérons. Enfin, la branche d'activité, on peut l'associer à une convention collective, et on va voir le détail, la convention collective de l'EPNL qui regroupe depuis 2017 9
convention collective. Le Code du travail donne une définition de ce que c'est une branche, en donnant des missions à cette branche d'activité. La branche, pour le Code du travail, a 3 missions. Celle de définir des garanties sociales, de déterminer l'ordre public conventionnel et de réguler la concurrence entre les entreprises qui font partie du champ d'application de cette branche. En matière de régulation de la concurrence, notre secteur d'activité n'est pas en pointe, puisque justement il n'y a pas de la concurrence comme d'autres activités économiques et dans le secteur lucratif. Nos missions centrales se concentrent donc sur la détermination des garanties sociales, mais aussi la détermination d'un ordre public conventionnel. Et c'est par les textes que nous signons avec les organisations syndicales, nous, Confédération de l'enseignement privé non lucratif, que nous répondons aux missions assignées par le Code du travail. Petit point d'éclairage, la branche et l'institution de l'enseignement catholique, vous faites partie de l'enseignement catholique, sont deux choses qui se combinent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. La branche fonctionne dans le cadre du paritarisme, donc je viens de le dire, organisation syndicale et organisation d'employeurs représentatifs, signent des textes et créent du droit, une loi professionnelle, appliquée uniquement dans le secteur d'activité. L'institution enseignement catholique fonctionne avec ses règles. Donc l'institution fait partie de la branche vient de l'institution, puisque 90% des établissements que nous représentons sont de l'enseignement catholique. Mais la branche n'est pas l'institution. Elle a des codes différents, elle a des modalités de fonctionnement différents. C'est du paritarisme, c'est de la négociation. La branche d'activité répond à des modalités de fonctionnement différentes, en respectant le Code du travail. Et il n'y a pas de texte en matière sociale sans l'accord des organisations syndicales et les organisations patronales signataires. Il n'y a pas de NAO, il n'y a pas de classification, il n'y a pas de gestion des régimes de protection sociale et le pilotage des fonds de la formation professionnelle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Petit point de droit, je suis désolé, on va faire un peu technique, on est là pour s'affranchir des idées reçues. On a comme habitude de traiter le droit du travail comme l'agglomérat de textes et de normes. Et on a en tête, puisque ça a été construit comme cela depuis de nombreuses années, que le Code du travail fixe un minimum, que la convention collective de branche améliore ce minimum, que l'accord d'entreprise améliore la convention de branche, que le contrat de travail améliore l'accord d'entreprise. Donc une articulation un peu pyramidale comme celle-ci, des principes généraux, et ensuite on améliore au quotidien. C'est ce qu'on appelait jusqu'à 2015 le principe de faveur. La loi El Khomri, la loi Rebsamen et l'ordonnance de 2007 ont tordu cette logique-là et l'émergence de ce principe, la mise en avant de ce principe de faveur. Aujourd'hui, le Code du travail est articulé autour de 3 parties. La loi fixe un ordre public, le plafond de la négociation, confie aux entreprises et à la branche de fixer un certain nombre de règles, et lorsqu'il n'y a pas de négociation, eh bien c'est les dispositions dites supplétives qui s'appliquent. Le Code du travail s'applique donc sur bon nombre de sujets, à défaut qu'il y ait une négociation. Supplétivité, proximité, etc. Donc on met en avant la négociation. C'est pour ça qu'on insiste sur la nécessité d'avoir un dialogue social, une représentativité des organisations composant le tour de table. Et donc, on est au cœur de la machine. Lorsqu'on parle de la branche, on identifie véritablement un législateur, c'est une loi professionnelle, et qui doit s'appliquer à l'ensemble des établissements. Je disais que le Code du travail mettait plutôt l'accent sur la négociation d'entreprise, donc c'est l'accord d'entreprise qui prime. Donc certains gros établissements peuvent négocier sur le temps de travail, créer du forfait jour, avoir des règles de modulation, d'annualisation du temps de travail différentes de celles que nous négocions au niveau de la branche. C'est tout à fait normal. Par contre, l'accord d'entreprise ne peut pas agir sur certains sujets. Là, c'est la notion d'ordre public conventionnel qu'on évoquait tout à l'heure, sur 13 thématiques. On va en citer que 4. Vous avez dans le document qui vous a été remis les 13 thématiques qui font partie du socle que les entreprises ne peuvent pas
modifiés. 4 thématiques que je souhaite mettre en avant: classification et rémunération minimale, protection sociale complémentaire, gestion de l'emploi et des compétences, et donc la formation professionnelle. Cette logique-là prend un sens un peu différent dans notre branche, car nos entreprises, vos établissements, sont de petite taille. 80% des structures de l'enseignement catholique sont des entreprises de moins de 11 salariés, où le dialogue social et donc la possibilité de signer des accords est assez réduite. Nous sommes, et je l'ai dit tout à l'heure, issus d'une institution, on a l'habitude d'appliquer les textes, et notamment les textes conventionnels. Donc il n'y a pas cette histoire de la négociation dans les établissements. Peut-être pas une envie non plus, donc ça, ce sera peut-être une évolution que nous connaîtrons ensemble. De temps en temps, il faut faire un peu d'autosatisfaction. On peut imaginer que les textes sont adaptés aux besoins. Et pour qu'ils continuent à être adaptés aux besoins, encore une fois, merci de participer à leur élaboration en nous sollicitant pour les corriger. Soyez proactifs, n'hésitez pas à solliciter vos fédérations départementales, régionales ou nationales pour qu'ils puissent vous aider dans votre quotidien. Merci de votre attention.